Opération La Nuit des Étoiles dure tout ce week-end. C'est le régal des amateurs d'astronomie qui sortent leurs lunettes pour regarder les astres et partager leurs connaissances avec les profanes. 350 clubs d'astronomie participent et le thème cette année, c'est la quête des origines. Alors partons en voyage dans l'infini avec nos invités. Léa Gritton, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Bonjour. Bonjour. Et Clément Plantureux, journaliste scientifique et co-organisateur de la Nuit des Étoiles. Bonjour. Bonjour. Et toutes vos questions, évidemment, sont les bienvenues comme d'habitude. 01 45 24 7000 ou sur le site de France Inter à l'onglet Réagir. D'abord ce soir, Clément Plantureux, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer ? Alors déjà, on a de la chance parce que apparemment il va faire très beau. Oui. Donc effectivement, on peut voir, comme tous les ans, les étoiles, les constellations du ciel d'été. Alors la grande ours, la petite ours, la constellation du Scorpion, par exemple. Enfin voilà, vraiment beaucoup. Ça, ce sont des choses qu'on voit à l'œil nu. Voilà, qu'on voit à l'œil nu. Les constellations, c'est à l'œil nu. On se repère d'ailleurs dans le ciel grâce à ces constellations. Hein. Les Grecs dans l'Antiquité ont fait des dessins en fait pour se repérer. C'est une carte du ciel en fait sur la voûte céleste directement. Et alors ça c'est tous les ans, on peut les voir au même moment durant les nuits des étoiles. Cette année en particulier, on aura 3 planètes qu'on pourra observer. En début de soirée, il y aura Saturne, la planète aux anneaux. Donc si on a un petit télescope, si on se rend effectivement sur un des sites Nuit des étoiles, on peut profiter d'un télescope ou d'une lunette astronomique pour observer les anneaux de Saturne. On les voit très facilement. On peut les voir facilement, si tant est qu'on ait un instrument, effectivement, parce qu'à l'œil nu, c'est un peu dur quand même. Et puis alors, par contre, pour les couches tard, vers 2-3 heures du matin, il y aura Mars et Jupiter qui vont se lever. Et là aussi, on pourra les observer au travers d'un instrument. Et on n'a pas besoin d'avoir du matériel cher ? C'est l'avantage des Nuits des Étoiles, c'est que nous, justement, on propose des instruments pour que les gens, effectivement, c'est quand même un budget d'acheter une lunette, on puisse se déplacer et profiter des instruments qui sont mis à disposition par les astronomes amateurs. Après, effectivement, il y a plein de gammes de prix pour les lunettes, pour les instruments. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers. Oui, voilà, faut pas. Ça reste assez abordable. Je vous vois sourire, Léa Gritton. Vous avez commencé comme ça, vous aussi ? Alors moi pas du tout, moi j'ai reçu mes premières jumelles, parce que donc moi j'ai commencé avec les jumelles, pas avec un petit télescope, c'était pour ma soutenance de thèse, donc vous voyez j'avais déjà fait un petit peu de chemin, mais effectivement c'est des très belles opportunités pour les gens de découvrir avec du matériel qui est mis à disposition les planètes, comme on l'a dit. Je sais pas s'il y aura les télescopes assez performants, mais il y a même Uranus qui sera visible à côté des Pléiades après, vers 1h du matin. Et donc oui, il faut profiter de ces occasions-là qui sont pas non plus... Enfin, il y en a de plus en plus, mais c'est quand même assez rare. Donc, allez vous renseigner sur Internet, regardez là sur votre lieu de vacances, mais il y a souvent des sites avec plein de télescopes mis à disposition pour observer tous ces astres qui nous font tous rêver. Alors cette année, Clément Plantureux, vous avez choisi le thème pour le moins ambitieux, si j'ose dire, de la quête de nos origines. Parce que au fond, étudier l'univers, c'est étudier nos origines aussi. Exactement, oui. La diversité des astres qu'on peut observer dans le ciel nous permettent d'obtenir des éléments de réponse sur d'où est-ce qu'on vient et comment ça se fait qu'on soit là à observer le ciel. Alors effectivement, on aimerait avoir du concret dans la quête de la vie. Ça nous aiderait beaucoup pour comprendre un peu plus d'où on vient. Mais observer Mars et comprendre qu'il y a 4 milliards d'années, par exemple, il y avait des océans d'eau liquide à la surface. Étudier Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne, par exemple, nous donne des informations sur ce que pouvait être potentiellement la Terre il y a cette fois-ci 4 milliards d'années. Voilà, ça nous donne des éléments de réponse sur d'où on vient. Alors, qu'y a-t-il de nouveau dans le domaine de la quête de nos origines, Léa Gritton ? La quête des origines, elle avance quand même très 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 vite. Alors très très vite. Moi, je suis astrophysicienne, donc j'ai des échelles de temps qui sont un petit peu plus longues parfois que les nôtres, que le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Mais non, mais ça va extrêmement vite. La recherche en astrophysique a fait un bond énorme. Là, je reprenais mes notes de cours, etc. Pour préparer l'émission. J'ai réalisé que ça fait donc moins de 100 ans
qu'on s'intéresse à ce qu'il y a au-delà de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire. Donc c'est la Voie lactée qu'on pourra observer d'ailleurs ce soir. Exactement. Voilà, c'est notre galaxie, c'est notre petite maison à nous dans l'univers. Mais voilà, c'est pas avant 1929, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a au-delà de la Voie lactée. Donc les femmes ont eu le droit de vote en Angleterre avant qu'on sache qu'il y avait quelque chose au-delà de la Voie lactée. Donc c'est quand même assez récent. Et quand on prend un peu ce recul-là, on se rend compte que ça va extrêmement vite. Et là, notamment, on a deux télescopes qui sont situés à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le James Webb Space Telescope de la NASA et Euclid de l'Agence spatiale européenne, qui sont en train de révéler des informations et de nous donner des données qui vont nous permettre de voir très très loin. Et quand on voit très très loin dans l'univers, en fait, on voit très très dans le passé, puisque la lumière c'est toujours un voyage dans le temps, en fait. Voilà, la lumière voyage à une vitesse finie, et donc quand elle nous parvient à nous, en fait, on voit les objets tels qu'ils étaient il y a très 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 longtemps. Et donc c'est pour ça que là, on est les astrophysiciens du monde entier sont à la quête des origines au sens très très large, puisqu'on cherche notamment les toutes premières étoiles qu'on n'a pas encore vraiment détectées. Le Soleil, c'est une étoile recyclée. On a eu plusieurs générations. Une étoile recyclée. Voilà, on est très écolo nous. Expliquez-nous. En fait, la matière qui était disponible au moment du Big Bang, c'était uniquement l'hydrogène et l'hélium. C'est les deux atomes les plus simples. Or, nous, vous voyez, là, sur Terre, dans ce studio de radio ou n'importe où, on a autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé des réactions nucléaires qui ont fait qu'à partir de ces deux atomes simples, les atomes plus compliqués se sont formés. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que le Soleil, qui est beaucoup plus jeune que l'univers, c'est 13,5 milliards d'années, le Soleil, c'est seulement 4,5 milliards d'années. Donc, on n'est pas du tout là depuis le début. On est sûr de ça, 13,5 milliards d'années, ou finalement, alors, plus débats, on en sait, plus on doute? C'est notre métier de douter, parce que sinon, une fois qu'on est complètement sûr de tout, on est au chômage technique. Donc c'est notre métier de tout remettre en question, de chercher toujours à être sûr de. Mais bon, on cherche quand même à appuyer nos raisonnements théoriques par des observations en tant qu'astrophysicien, et donc on a quand même des bons indices que ce scénario d'un Big Bang il y a 13,5 milliards d'années, il est quand même assez costaud. Bon, moi, je suis pas spécialiste de cosmologie, donc il faudrait demander à mes collègues dont c'est le travail journalier. Mais voilà, donc il y a toujours des débats, mais grosso modo, c'est quand même les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur sont bons. Tout à l'heure, vous parliez de deux télescopes. D'abord, James Webb, il a été lancé il y a 3 ans et demi maintenant. Il a vraiment révolutionné le savoir, ou il a confirmé certaines théories, infirmé d'autres? Donc, il a été lancé à Noël 2021, donc c'était vraiment un cadeau pour les astrophysiciens, parce que ça, là où James Webb est génial, c'est qu'il regarde avec une très grande précision les objets qui émettent de la lumière infrarouge. Et la lumière infrarouge, sur Terre, on est assez frustré parce que, en fait, elle est bloquée par l'atmosphère terrestre. Donc, depuis le sol, on ne peut pas observer, en fait, les objets en infrarouge. On est obligé d'aller au-delà de l'atmosphère terrestre dans l'espace. Et donc là, le James Webb, il a non seulement accès à des types de lumière qui sont très difficiles à obtenir depuis la Terre, mais en plus avec des instruments d'une telle précision que là, on est en train d'avoir Déjà, on avait vu des images extraordinaires. Les images sont extraordinaires, mais on a aussi ce qu'on appelle des spectres. Les spectres, c'est l'analyse très précise de la lumière qui nous vient des objets, et donc qui parfois, par exemple, peut être émise par des étoiles dans une galaxie, mais traverser des nuages de ce qu'on appelle de gaz interstellaire plusieurs fois, par exemple. Et donc, en analysant vraiment ce qu'on appelle donc le spectre de cette lumière, on a vraiment une carte d'identité de tous les constituants de la matière que la lumière a traversée depuis sa source. Oui. Et ça nous donne des informations fantastiques sur, par exemple, les planètes, parce du système solaire, on accède à des sources, enfin des régions de l'atmosphère plus profondes que celles qu'on voit ou celles que vous verrez ce soir ou demain soir dans les télescopes en lumière visible. Mais au-delà du système solaire, donc on voit en infrarouge aussi, encore plus dans le passé, parce que les étoiles, par exemple, émettent généralement très fort dans l'UV, comme le soleil, c'est pour ça qu'on met de la crème solaire. Et donc, l'UV, il faut imaginer ça comme des vagues de lumière, avec des vagues très 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 hautes, mais très très resserrées. Ouais. Et en fait, comme l'univers est en expansion,
il se passe un phénomène qui fait que la vague de lumière, une fois qu'elle est partie de l'étoile il y a très très longtemps, en fait, elle va non seulement s'aplatir, donc devenir moins intense, mais par contre, elle va s'étaler. Et donc, en s'étalant, elle devient mesurable plutôt vers l'infrarouge. On passe de l'UV à l'infrarouge. Et donc, plus on va mesurer dans l'infrarouge, plus en fait, on voit des objets anciens. Et donc ça nous permet notamment là de découvrir des galaxies très 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 jeunes, des galaxies qui ont plus de 10 milliards d'années. On cherche donc, comme je vous l'ai dit, les toutes premières étoiles, celles de première génération qui ont pu faire les autres étoiles ensuite. Et on s'intéresse notamment au rôle des trous noirs, par exemple, dans la formation des galaxies. Donc tout ça, c'est quand même complètement nouveau grâce au James Webb. Alors, on a une question d'un auditeur qui vient de nous appeler au standard. Bonjour Khaled. Bonjour. Vous êtes à Annonay, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez une idée de la date, pas exacte, mais de l'explosion de Betelgeuse. Je sais qu'elle doit exploser en supernova et qu'on risque de la voir à l'œil nu. Je voudrais savoir si éventuellement vous pourriez me dire si je la verrais de mon vivant, en quelque sorte. Alors ça, c'est une question pour Clément Plantureux. Alors, très sincèrement, c'est une question pour pas beaucoup de personnes quand même, parce que c'est extrêmement compliqué de prédire l'explosion d'une supernova. C'est des échelles de temps qui sont extrêmement longues. Une étoile comme Betelgeuse, c'est une supergéante rouge, et on sait que c'est une étoile en fin de vie. Mais quand même, l'espérance de vie des étoiles, c'est quand même plusieurs millions d'années. Donc à quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'années, on peut pas vraiment prédire. Du vivant, ça serait une chance incroyable. Après, je sais qu'il y a un article sur ce sujet dans le magazine L'Astronomie, qui est un magazine de la Société astronomique de France. Et donc, je sais plus si c'est le numéro de mai ou de juin dernier, mais j'avais lu un article. Alors, par contre, je me souviens plus des résultats, je suis désolée. Mais donc, il y a effectivement un article dans l'Astronomie du mois de mai ou de juin 2024, si ça intéresse l'auditeur. Mais on disait qu'il y avait, on pourrait voir justement l'explosion d'une étoile cet été d'ici au mois de septembre. Oh, alors ça, je suis pas... Moi, j'ai vu ça dans la presse aussi. Ouais, non, les prédictions astronomiques, c'est encore pire que les prédictions météorologiques. Donc, voilà, je veux pas trop m'avancer. Non, je crois que c'est une nova qui pourrait apparaître alors, si je me trompe pas, mais à vérifier, dans la constellation de la couronne boréale. Ah oui. Donc voilà, ça. Alors après, je vais pas décevoir les auditeurs, mais quand on parle d'explosion d'étoiles, en gros, on voit un point lumineux qui n'existait pas avant. On voit pas, on voit pas un feu d'artifice. Ça va pas être extrêmement spectaculaire. Clément Plantureux, cette année, un ambitieux programme de recherche français baptisé Origines se penche spécifiquement sur la quête des origines de la vie. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors ça fait partie du programme France 2030 avec le CNRS et l'ANR. Il y a plein de laboratoires qui vont se pencher sur la quête des origines. Alors ça couvre plein de sujets, ça couvre à la fois les origines de la vie, mais ça couvre aussi les origines du système solaire, les origines de la formation de la Terre, comprendre tous les processus qui ont fait, qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on en est venu à cette émergence de la vie sur Terre et pourquoi on n'arrive toujours pas à l'observer dans l'univers proche ou lointain. Voilà, c'est vraiment se pencher sur cette question de où on vient. Donc tous les sujets sont traités, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'au fond, on n'a jamais été aussi prêt à découvrir les signes d'une activité biologique sur une autre planète que celle de la Terre, Léa Gritton ? On n'est jamais plus près, ouais, ça c'est sûr, parce que vu qu'on a des instruments de plus en plus performants, heureusement qu'on se rapproche quand même toujours de cette détection. En fait, il y a quelque chose aussi que j'ai réalisé en écrivant mon livre l'année dernière, c'est que c'est très récent en fait l'idée que la vie est quand même très difficile d'accès dans le système solaire. Quand on regarde les écrits historiques, avant l'exploration spatiale, avant d'aller vraiment voir sur place, sur la surface de Mars, sur la surface de Vénus, alors en plus la surface de Vénus, elle est vraiment très difficile à atteindre, on n'excluait pas en tant que scientifique qu'il puisse y avoir des forêts, par exemple, sur d'autres planètes du système solaire. Or là, voilà, les rovers martiens, par exemple, si vous connaissez les images, c'est quand même des déserts de cailloux glacés à perte de vue. Et donc on a été très déçus, enfin toute la communauté scientifique je pense a été très déçue aussi quelque part par ces images-là, et donc maintenant on est dans une
voilà, on a fait un peu ce deuil de la vie facile à détecter. Et donc maintenant, on va chercher la vie. Alors quand on dit la vie, c'est des... Oui, la vie, surtout... qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouais, alors déjà, ça c'est une question très compliquée. Hein. Il y a plusieurs définitions de la vie. Hein, vous avez 3 minutes. Si vous parlez à un biologiste, si vous parlez à une chimiste, etc., la vie, c'est très compliqué à définir. Mais nous, ce qu'on cherche en tant qu'astrophysicien, en fait, ça dépend de là où on cherche. Quand on regarde au-delà du système solaire, donc ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est les planètes qui tournent autour des étoiles qui ne sont pas le Soleil. Donc là, il faut imaginer des astres qui sont quand même très très loin. Si on prend une image, si le Soleil, donc tout le Soleil, hein, est un grain de sable, l'étoile la plus proche, elle est à peu près 3 km. donc on prend vraiment du recul. Là, hein, on est très très loin. Et donc ces exoplanètes, quand on dit qu'on cherche la vie dessus, en fait, on cherche surtout les exoplanètes qui seraient habitables au sens où elles ont potentiellement une surface quand même, qui pourrait abriter de l'eau liquide, mais ça c'est vraiment un détail. La notion de abriter de l'eau liquide, c'est surtout qu'elle soit suffisamment loin de l'étoile et pas non plus trop loin pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid et que l'eau puisse exister à la température liquide. Et surtout que cette planète ait accès à la lumière d'une étoile. Et donc là, on cherche ces conditions d'habitabilité, mais ça veut absolument pas dire qu'il y a de la vie. Mais ce sont des conditions d'habitabilité qui ressembleraient aux nôtres finalement ? Ah bah là, vu la définition, non. Hein, vu la définition... Est-ce qu'on arrive à penser complètement autrement par rapport à ce que l'on sait de nous et de notre planète habitable? C'est ça qui est génial avec l'astrophysique d'aujourd'hui. Je lance un appel à tous nos futurs collègues qui vont découvrir l'astrophysique ce soir ou demain, si leurs parents leur laissent le droit de se coucher un petit peu tard exceptionnellement, mais bon, c'est les vacances. C'est qu'en fait, là, aujourd'hui, l'astrophysique, elle est elle est vraiment en train de se confondre avec la biologie, avec la chimie, etc. Puisqu'on va... En fait, en allant voir les autres planètes, en allant voir les exoplanètes, on remet en question tout ce qu'on pensait être évident sur Terre. Parce qu'à chaque fois, on découvre des environnements qui sont quand même suffisamment différents de la Terre pour que ce qu'on avait comme explication pour la Terre jusqu'à présent, qui fonctionnait bien tant qu'on n'avait pas de contraintes supplémentaires, et bien parfois l'explication ne fonctionne plus quand on va regarder ce qui se passe sur Mars, ce qui se passe sur Vénus, ce qui se passe sur les exoplanètes. Par exemple, il n'y a pas un seul système d'exoplanètes qui ressemble au système solaire. On a découvert plus de 5000 exoplanètes et pour l'instant, on n'en a pas trouvé un seul système qui ressemble au système solaire, qui a donc 4 planètes plutôt rocheuses près du Soleil et 4 planètes géantes plus loin. Ça, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas si commun que ça. Et ça veut dire que les explications qu'on a trouvées jusqu'à présent pour la Terre toute seule, il faut qu'on les remette en question face aux environnements qu'on découvre. Et ça qui est absolument fantastique avec la recherche d'aujourd'hui. Et s'interroger sur l'origine de l'univers, c'est aussi une question métaphysique que vous posez, Clément Plantureux, pour la Nuit des étoiles. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Bah oui, je pense que c'est une question, quand on se penche sur l'immensité du ciel nocturne, qu'on voit toute cette beauté, c'est une question qui revient assez régulièrement. On voit l'infini et on se demande en fait ce qu'on fait là. Est-ce qu'on est tout seul ? Enfin, c'est pas normal qu'on soit tout seul dans l'immensité de ce qu'on voit. Ça fait rêver, ça nous fait poser des questions que habituellement... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, intimement ? Alors, intimement, je suis pas scientifique, donc je peux me lancer sur des... voilà. Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas seul. Après, le fait de trouver cette vie dans un laps de temps assez réduit, la vie d'un être humain, bon, voilà, je peux pas vraiment en dire plus, mais oui, ça me semble évident. On a découvert effectivement, comme elle a dit, quasiment 6000 exoplanètes, mais ça, c'est uniquement dans notre voisinage proche de notre propre galaxie, sachant qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers, donc on va en découvrir évidemment potentiellement des milliards aussi. En fait, c'est assez intéressant parce que, oui, très rapidement, mais en gros, on estime que le nombre de planètes dans l'univers, c'est un 1 avec 22 zéros derrière, donc ça fait beaucoup. Au début, on peut se dire c'est un chiffre qu'on peut pas se représenter, mais en fait, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans un carré de sucre. Donc en fait, c'est quand même un chiffre qui existe, enfin qu'on peut se représenter. Et donc en fait, ce qui est assez génial, c'est que d'un côté, c'est statistiquement très difficile qu'on soit tout seul. En même temps, ça peut rester, il peut y avoir 1000 fois la Terre dans l'univers, ce serait quand même un accident de 10 puissance moins 19. Donc voilà, donc c'est assez génial en fait. C'est des probabilités. On est en train de jouer au poker avec les étoiles. Merci à vous deux. Merci Léa Gritton. Au passage, je rappelle le titre de votre livre, En quête de planète, paru l'an dernier aux éditions Canto. Merci à vous, Clément Plantureux, de nous avoir tous les deux donné envie de regarder vers le ciel la nuit des étoiles. Avec plaisir. C'est tout le week-end. Merci.